Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous. Apprendre ne se limite plus aux salles de classe traditionnelles. Aujourd'hui, le co-learning et les espaces d'apprentissage repensés ouvrent de nouvelles perspectives pour apprendre ensemble de manière plus dynamique et collaborative. Mais comment l'environnement influence-t-il réellement notre façon d'acquérir des compétences et de partager nos savoirs ? C'est ce que nous allons explorer dans cet épisode en compagnie de Petronella Zaunudin, directrice du design chez Lucie Manufacture et fondatrice du studio Good Morning Creativity. Bonne écoute! Bonjour Petronella! Bonjour Anne-Marie! Eh bien, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast. Et donc, ensemble, on va explorer aujourd'hui le lien entre pédagogie, espace et créativité. Tout à fait. J'étais très ravie qu'on s'est croisés au Learning Show l'année dernière et qu'on a cette opportunité de croiser ces sujets ensemble. Oui, tout à fait, 6 mois après, enfin un petit peu plus après quand l'épisode sera diffusé. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et sur ton métier ? Oui. Moi, je suis designer artiste franco-slovaque. Je suis basée à Paris et j'ai un parcours atypique parce que j'ai fait des études école de commerce à l'Université des sciences économiques à Bratislava. Et ensuite, j'étais active en fait dans une ONG qui m'a permis de venir en France. J'ai commencé une carrière dans un grand groupe automobile, rien à voir. Et ensuite, je me suis lancée, j'ai créé un studio design, Good Morning Creativity, il y a 15 ans de cela. Et donc je combine en fait, je suis un peu une personne autodidacte. J'ai appris plein de choses moi-même en design graphique, en illustration, en design d'espace, en créativité, neurosciences, parce que c'est des sujets en fait qui me passionnent et j'aime bien les combiner. Et donc pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les caractéristiques d'un espace qui va favoriser l'apprentissage ? C'est un sujet qui m'intéresse parce que j'ai commencé avec le studio design, on a commencé plutôt par la branche de la formation. On a monté beaucoup d'ateliers en innovation créativité et en fait, je me suis aperçue que le lieu où on a mené ces ateliers, ces formations ou réflexions n'était pas du tout adapté à ce mode très actif, très enseignement, apprentissage par le projet. On crée, on réfléchit en créant par les mains parce que c'était des salles de classe ou salles de formation très traditionnelles. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y a un fort lien entre le lieu physique, l'aménagement, le choix des meubles, les outils qui sont présents, soit annuels, analogues ou numériques. Tout ce qui se trouve dans ces lieux permettent en fait aux enseignants ou aux facilitateurs faire un apprentissage ou une expérience beaucoup plus riche, plus collective, plus engageante. Donc je me suis lancée là-dessus. Comment peut-on changer le lieu physique par le design et par la décoration, ce que moi j'appelle la décoration pédagogique, et par l'apport des outils visuels, manuels et collaboratifs au sein des écoles, au sein des centres de formation ou même des entreprises qui font des formations de leurs équipes. C'est la première fois que j'entends parler de décoration pédagogique. J'aime beaucoup. Ouais. Je pense, je l'ai peut-être inventé moi-même, je sais pas, mais c'est vraiment le choix des objets, des livres, des ouvrages très spécifiques qui ont un lien en fait avec la curiosité, avec le sujet que tu souhaites enseigner. Ou la manière dont tu veux que les gens ils apprennent.
Et donc, comment est-ce que tu définirais le co-learning, puisque donc on va parler co-learning et espace de créativité, et en quoi ce co-learning diffère des lieux pédagogiques qui sont plus traditionnels? J'aime bien utiliser l'analogie du co-learning et coworking. On connaît aujourd'hui déjà la mutation en fait qui a été amenée par ces pionniers des nouveaux espaces de travail. En fait, ils ont hybridé les bureaux traditionnels qui étaient assez cloisonnés, assez identiques. Les bureaux, il y avait une table, plusieurs chaises et une cafétéria, voilà. Dans le co-learning, c'est la même démarche. On souhaite en fait révolutionner le concept traditionnel des salles de formation qui sont souvent organisées une par une, mais elles sont pareilles. Le mobilier, il est identique. Bon, il est beaucoup plus moderne aujourd'hui. Il est plus qualitatif. Il est agile. On peut le déplier, déplacer. Mais dans le sens du concept d'une salle, on reste toujours dans le classique. Il y a un expert qui est devant et en fait, les participants, ils écoutent la plupart du temps et peut-être des fois, ils font certains exercices. Donc, co-learning, c'est plutôt un lieu qui est hybride, qui propose une multitude d'espaces, de zones. Donc, on parle plutôt des learning labs, qui est une salle de formation, une salle de classe revisitée, qui est inspirée par des ateliers manuels, des ateliers créateurs. Donc vous avez des meubles de rangement avec le matériel manuel. Vous avez des murs, des tableaux sur plusieurs murs, pas uniquement le mur de devant, mais plusieurs murs pour écrire, pour expliquer une idée à travers d'un croquis, créer un storyboard. Donc, co-learning, il met en place ce qu'on appelle l'apprentissage par le pair, apprentissage mutuel, qui remet en fait l'intelligence d'une manière plus démocratique. C'est pas uniquement la personne qui est devant, mais on est tous créatifs, on est tous intelligents. On peut en fait apprendre des uns des autres. Celui qui a compris en première, il explique et guide les autres. Oui, donc on est tous acteurs de l'apprentissage dans cette configuration. Tout à fait, tout à fait. Et quel rôle vont donc jouer les outils d'apprentissage et le mobilier, hein, là, tu as parlé de mobilier, dans l'efficacité du co-learning. Est-ce que d'après toi, un cadre adapté, comme tu l'as décrit, est vraiment un atout ou une nécessité pour apprendre plus efficacement? Je dirais c'est une vraie nécessité aujourd'hui. On reste, si je commence par le mobilier, dans une salle de classe ou salle de formation, on a des tables, on a des chaises, on a tableau blanc ou un écran interactif dans le meilleur des cas, et c'est tout. Imaginons si on pense au coworking, comment il a enrichi les bureaux traditionnels. Il y a des zones qui sont aménagées comme des salons avec une grosse bibliothèque. Il y a des estrades où on peut faire presque comme un mini stand-up ou présentation en mode théâtre. Il y a un coin café. Il y a des petites bulles de travail où vous pouvez travailler en binôme ou avec un mentor. Donc le mobilier, en fait, si on le varie, on varie des chaises, des tailles de chaises aussi. Les gens, en fait, ils ont un corps différent, ils ont la taille différente. C'est pas uniquement la question des roulettes. Il y a des tables qu'on peut enlever des pieds, on peut les basculer ou on peut même les accrocher sur le mur. Nous avons des bibliothèques qui sont ce qu'on appelle la bibliothèque de face. Ils sont pas organisés comme les livres derrière moi, mais ils sont comme pour les enfants, tournés vers le face. Et comme ça, on voit la richesse de l'ouvrage. On a plus envie, en fait, le consulter. Donc, le mobilier, il crée, en fait, des petites zones, qui permettent à la personne d'être toujours intéressée. Parce que si ça reste que des tables, des chaises, bon, après quelques heures, après quelques jours, c'est toujours pareil. Le cerveau, il a plus envie en fait d'être actif et d'être engagé. Donc par le mobilier, on crée des mini-zones avec des ambiances différentes qui nous forcent ou qui nous aident à apprendre différemment, en posture debout, à plusieurs, tout seul, en écoutant quelque chose, en faisant quelque chose. Donc ça, c'est par le mobilier.
les équipes ou les équipements, on distingue les outils numériques et les outils analogues. Donc les outils analogues, c'est la première chose qu'on peut apporter parce que c'est le plus facile, le plus abordable. Même le papier et crayon, c'est pour les créateurs, c'est l'outil de base. Ils ont toujours un petit cahier partout où ils se déplacent et ils font toujours des croquis. Ils ont une idée, ils notent l'idée. Si on fait pas ça, en fait, tout ce que le cerveau il a produit, ça part. Donc le papier, le crayon. Je comprends, on est dans une démarche zéro papier, mais c'est impossible pour la création de rester uniquement avec ordinateur portable. On a besoin les objets, on a besoin les matériaux. La pâte à modeler, c'est pas pour les enfants, c'est une matière molle qui nous permet d'imaginer une structure, qui nous permet de faire une maquette. Par exemple, si vous parlez d'un plan, d'un bâtiment, on visualise en fait le chemin et on réfléchit aux usages avant de faire le plan architectural. Donc tous ces petits outils manuels, ce qu'on aime bien mettre dans les loisirs créatifs, mais c'est des vrais outils de travail de conception manuelle qu'on appelle l'intelligence de la main. Ils sont nécessaires. Des Lego, des livres, des cahiers, des jeux de société, jeux de storytelling comme Dixit ou Story Cubes. Donc tous ces petits objets, ils activent les mains et les mains activent le cerveau. Et comme ça, on est plus actif, plus présent, plus en mode j'apprends. Et les dernières sont les outils numériques. Ils sont aussi importants. Bon, aujourd'hui, dans les classes ou dans les salles de formation, on a beaucoup d'écrans interactifs. C'est-à-dire, on peut écrire à la main et ça se met en tableau visuel. Il y a des logiciels qui permettent de faire comme une bibliothèque, en fait, de contenu. Soit vous avez déjà créé des MOOC, en fait, des présentations où vous avez une source, un playlist, des vidéos YouTube qui sont intéressantes que vous pouvez incruster dans la formation. Dans ces logiciels, ils vous permettent de les visualiser sur une planche, sur un écran. Vous avez Google Forms. Vous avez même, j'ai trouvé un projet qui s'appelle Gutenberg, qui est une bibliothèque en ligne de plus de 50 000 livres gratuits. Donc, il y a beaucoup d'outils, en fait, qui permettent de créer un engagement et qui permettent de dynamiser l'expérience par les images, par les vidéos ou par même une visio avec un expert pendant le cours. Et je te rejoins complètement lorsque tu parlais du cahier et du crayon pour noter les idées. Moi, même si je suis très digitale, j'ai toujours un cahier avec moi et un stylo. Et comme tu le dis, pour noter les idées, je trouve que ça s'ancre mieux et qu'on les retient mieux lorsqu'on les écrit, plutôt que de les écrire dans un bloc-notes, par exemple, digital. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets d'espaces qui encouragent le co-learning, des espaces connus, par exemple? L'un des premiers espaces que j'ai pu faire, c'était avec l'acteur de la formation Demos à La Défense. On a transformé une salle de formation en salle co-learning. On l'a aménagé ensemble avec les équipes de formateurs. Et c'est ça ce qui a été au début de la démarche et qui a aidé à créer ce succès, en fait, de ce lieu qui était très frugal, mais qui a apporté une ambiance presque comme s'il était une salle informelle. Donc ça, c'était super pour tout ce qui était formation en soft skills. La prise de parole, confiance en soi, leadership, gestion des équipes, tous ces sujets, ils commençaient à les aborder dans cette salle qui était beaucoup plus colorée. Il y avait des canapés, il y avait des différents types de mobilier, il y avait des zones organisées. Donc ça, c'était l'une des salles pionnières. Un autre exemple que je peux nommer, c'est pas forcément une salle co-learning, mais elle est conçue de cette manière. C'est la salle de créativité de la station F qu'on a pu faire de suite. C'est une salle autour du co-design, donc ce qu'on appelle l'intelligence collective, en fait. Donc c'est pas forcément vous faites un atelier paf pour
apprendre, même si vous apprenez beaucoup de choses, l'objectif c'est co-créer quelque chose dans une démarche démocratique ou collaborative. C'est une salle qui a, encore une fois, il y a des tables avec des plateaux qu'on peut enlever, des chaises qu'on peut empiler, il y a beaucoup de panneaux visuels, fournitures, des cartes d'inspiration. Par exemple, vous avez des cartes avec des sujets variés, vous piochez au hasard et vous devez imaginer les combinaisons forcées. Ou des projets comme plusieurs centres de co-learning qu'on a fait avec Academia pour les jeunes, donc niveau lycée-collège. C'était dans le cadre du soutien scolaire, mais l'idée c'était que ça devient presque comme une deuxième école où c'est pas uniquement réviser ce qu'on a dû faire à l'école, mais pour faire des exercices ensemble et en ayant suivi par un coach pour comprendre en fait la base des mathématiques, des sciences, de la littérature, des choses où en fait on se sent un peu perdu dans le milieu scolaire. Très bien. Et là, donc, on parle de ça le plus tôt, on va dire, en présentiel. Donc, j'imagine bien ces salles telles que tu les décris. Mais est-ce qu'avec le développement du télétravail et du digital learning, on peut recréer aussi des espaces d'apprentissage, comme tu le dis, des espaces d'apprentissage stimulants? Est-ce que ça fonctionne aussi à distance? J'ai beaucoup moins d'expérience avec la partie numérique et à distance. Mon message serait plutôt créer un équilibre. Il y a des outils aujourd'hui qu'on peut utiliser pour créer en fait des webinaires ou des workshops en ligne, créer des sous-groupes, les envoyer dans un sous-groupe pour travailler un peu en petits groupes pour répondre à un sujet. Pour moi, ça reste quand même une expérience limitée parce que chacun est en face de son écran. Ce qui est génial, c'est qu'on peut se connecter avec les gens qui sont à l'autre bout du monde. On peut se connecter avec, comme je disais, on peut avoir un expert pointu de milieu de recherche, de l'entreprise, de l'art ou autre, qui est invité, qui présente un sujet et peut-être en présentiel, on ne peut jamais rencontrer cette personne. Donc, je suis d'accord que le virtuel, il facilite en fait l'accès. Néanmoins, je pense que c'est une étape dans le processus d'apprentissage, peut-être l'étape de déclenchement où je découvre un sujet. On a déjà fait le projet et à la fin, on a besoin de faire un debriefing, on a besoin un peu discuter comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je peux changer pour la prochaine fois. Mais au milieu de ces deux blocs virtuels, je dirais, il nous manque absolument, il nous faut le lien en présentiel, soit être connecté au sein d'une école, soit aller dans des lieux d'apprentissage où on rencontre d'autres personnes, où on fait des projets ensemble. Moi, ma démarche est très basée sur l'apprentissage par le faire. C'est pour ça, dans le virtuel, je l'utilise plutôt dans la partie, on fait une conférence, on présente un sujet, après il y a étape de faire, et à la fin, en fait, on peut partager, si on a fait des vidéos, des photoreportages, on le partage avec le monde entier grâce à la technologie. Donc, trouver un équilibre entre ces deux mondes. Moi, je pense à un outil qui peut permettre de créer justement comme ça des espaces un petit peu immersifs, créatifs. Je ne sais pas si tu connais, il s'appelle Global. Tu connais? Je suis pas sûre si c'est le même. Ça te permet de créer des salles, hein, donc de designer des salles, et puis on est autour avec des sièges, on peut aussi designer les sièges, etc. Et je pense que ça peut s'intégrer dans ta démarche. Je me souviens de leur logo, je les ai croisés plusieurs fois au salon de technologie d'éducation. Ce qui est génial, c'est qu'ils font la visualisation, la scénarisation visuelle d'une salle. Et on voit en fait les personnes qui sont autour de la table. On peut même mettre des avatars. Et ça permet, ce qui est génial, c'est que cette démarche permet au cerveau enregistrer l'information 2 fois, en mode oral et en mode visuel. Il enregistre dans différents domaines du cerveau. Et c'est pour ça on multiplie en fait ce qu'on appelle l'ancrage cognitif.
Oui. Et comment est-ce que les entreprises et les organismes de formation qui nous écouteraient peuvent-ils transformer leurs locaux dans la démarche que tu nous expliques pour justement mieux intégrer ces nouvelles approches pédagogiques? Comment est-ce qu'elles peuvent faire? Moi, je proposerais une démarche d'expérimentation, c'est-à-dire commencer par une, deux, trois salles et choisir pour chaque salle en fait une approche pédagogique innovante. Un exemple, si ils souhaitent mettre en place des apprentissages, des expériences par la réalité virtuelle, pourquoi ne pas aménager une salle ou au moins une zone dans une salle de formation avec la technologie VR, avec l'espace dédié aux installations et même des objets autour de la réalité virtuelle qui permettent à la personne qui peut-être l'a fait première fois et aller un peu plus loin, peut-être même lui-même expérimenter à sa façon avec un casque. Aujourd'hui, c'est très abordable. Mais voir comment une visite virtuelle, soit dans une situation, dans un lieu, ou en discutant avec des personnes fictives autour d'un sujet, ça les permet de se mettre en situation. Moi, j'appelle ça l'apprentissage situationnel. Et donc, un espace de zone VR, ça peut être un premier exemple. On a fait des salles, ce qu'on appelle les Créalab. Ça, c'est autour des arts appliqués, tout ce qui est le graphisme, illustration, le croquis, la facilitation graphique, le petit prototypage avec des objets et matériaux abordables, comme j'ai expliqué, du Lego et autres, pour visualiser des schémas, des plans, des projets entiers. Ils peuvent faire un lab, ce que moi j'appelle un lab visuel. Lab de la visualisation, c'est très lié par exemple, la visualisation des data. On l'a fait pour les salles, dans les écoles du numérique. Ils ont besoin de comprendre les sujets, comment écrire les data, comment les lire et comment les dessiner. Ils créent des storyboards pour expliquer un projet comme s'ils faisaient un film ou une BD. Donc, lab visuel, c'est tout ce qui est autour de la visualisation, les approches de l'apprentissage visuel. Donc, mon idée, ce serait, ou mon conseil, ce serait commencer par 1, 2, 3 espaces où s'ils ont un peu plus de courage, faire un plateau, ce qu'on appelle le Learning Village, qui combinerait plusieurs zones dont chacune est attachée à un apprentissage, une méthode d'apprentissage différente. Et après, ils testent. Et ils voient ce qui fonctionne. Et ils voient ce qu'ils ont besoin à faire évoluer et un peu plus adapter à leurs besoins, à leur manière de formation ou d'apprentissage. Oui, donc être dans une démarche de test and learn quelque part. Voilà, c'est cela, exactement. Donc avec des espaces vraiment dédiés à des sujets, à des thématiques clés. Parce qu'on est on est dans l'innovation pédagogique. Donc en fait, il y a des nombreux exemples des salles qui existent, mais est-ce que telle ou telle salle, elle fonctionne pour tel et tel public, pour des élèves lycéens, collégiens, pour des collaborateurs au sein d'un groupe, pour des dirigeants. Vous voyez, c'est toujours différent en fait, selon le public, selon la matière qu'on souhaite apprendre. Est-ce que c'est le mode très actif, très visuel, très participatif, très en mode de co-construction? Il y a multitude de possibilités. Donc, mon conseil il serait génial d'avoir multitude d'espaces qui facilitent, favorisent ces pédagogies qu'ils souhaitent tester. Et en quoi justement ces environnements d'apprentissage, s'ils sont bien pensés, en quoi est-ce qu'ils peuvent avoir un impact sur les émotions, la motivation et la créativité des apprenants? Ça me fait penser, en fait, les artistes ou les créateurs, pour qu'ils soient créatifs, ils s'entourent des environnements créatifs ou des personnes créatives. Ils vont pas forcément, certains, ils sont capables de s'enfermer dans leur bulle et travailler dans une salle vide. Mais pour faire ce déclenchement,
on a besoin des couleurs, on a besoin les matières, on a besoin des plantes, on a besoin de la nature, la lumière, un lieu qui nous fait penser un peu au musée, même notre maison, notre appartement où on se sent bien, un peu avec une certaine zone un peu plus production, bureau un peu plus traditionnel ou sérieux. Le lieu, en fait, il communique la culture de l'entreprise. Donc, la manière dont on se sent dans l'entreprise, ça crée la culture et ça impacte, en fait, comment les gens y travaillent et comment ils sont engagés dans le projet d'entreprise. Donc, plus le lieu d'apprentissage, plus une école est verte, est saine, est joyeuse, est colorée et conçue par nous-mêmes. Ça aussi, souvent, est un élément assez important. Plus on se sent mieux, on a l'impression que ce lieu nous appartient. On a l'impression, on contribue, en fait, on est en mode, c'est moi le soi-disant le capitaine de mon destin ou de mon apprentissage. Donc, j'ai une possibilité, une ouverture de manière d'apprendre quelque chose et je suis libre à le faire avec les personnes qui y sont. Donc, tout ce qui nous entoure, tout ce que les yeux y voient, tout ce que le nez y sent, tout ce que les mains y peuvent toucher, la manière dont le corps on peut bouger si on reste assis toute la journée, ou on peut changer des postures, changer des zones. Tout cela, ça a un impact sur nos émotions et notamment notre engagement. En fait, la motivation, elle vient de l'intérieur. Elle vient de notre cœur. Si je veux apprendre quelque chose et si je veux être présente à une formation, il faut que je décide de le faire. Et le lieu nous aide à se mettre dans cet état d'esprit. Je suis complètement d'accord avec toi. Et est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut mesurer justement concrètement les effets de ces espaces d'apprentissage sur l'engagement et la rétention des connaissances? Là, tu viens d'en parler un petit peu plus, mais est-ce que tu as éventuellement plus de détails? On peut tout de suite voir la réaction des gens. Dès qu'ils rentrent dans une salle, s'il y a quelque chose, il y a des petites surprises, il y a une fresque sur le mur. En fait, dès qu'il y a un éveil cognitif ou visuel, émotionnel, il se pose des questions. Donc ça, c'est la premier retour d'expérience, la réaction dès qu'ils rentrent dans le lieu. Après, c'est tout de suite après la formation, après le cours, ils peuvent témoigner comment ils se sont sentis pendant la formation. Si le lieu il est pas neutre, souvent nos espaces sont blancs, ils sont gris, ils sont modernes, mais c'est très neutre pour que ça reste propre. Mais moi, ça me fait penser aux hôpitaux ou aux prisons. En fait, j'ai lu des articles où les élèves, ils comparent l'école avec un prison, et là, ça devient de plus en plus grave. Donc, on peut tout de suite, après le cours, après la formation, poser la question, comment vous vous êtes senti ici? Ils vont partager tout de suite la façon que c'est beaucoup plus informel, c'est beaucoup plus agréable. Je peux changer la place. J'étais la matinée, j'étais sur la table haute. L'après-midi, j'étais sur le canapé. J'ai changé en fait l'orientation dans la salle, donc en fait j'ai pu voir différentes choses. Ça augmente, les gens ils veulent revenir dans ces espaces. Puisque l'expérience, elle était forte, même si je donnais exemple avec expérience par réalité virtuelle ou des jeux de société ou des murs visuels, les gens ils se souviennent, ils en parlent et ils ont envie de revenir et faire la formation dans ces espaces qui sont beaucoup plus humains et beaucoup plus actifs et créatifs. Donc mesurer tout de suite déjà par les réactions des gens. À chaud, on leur demande comment le lieu, selon vous, vous a impacté dans cette expérience d'apprentissage. Est-ce que vous avez envie de revenir, de parler de cet espace à d'autres personnes? Tout ça, c'est très facile. C'est très lié aux émotions et à la qualité de l'expérience. Donc, on n'aura pas forcément les statistiques quantitatives, mais ce qu'il faut chercher, c'est plutôt les verbatims
et les anecdotes que les gens ils vont raconter en lien avec cet espace d'apprentissage. Oui, parce qu'on va être dans les émotions, on va être dans l'expérientiel. Donc c'est cela qu'on va aller capter via les verbatims, comme tu dis. Ils vont parler de petites choses. Aujourd'hui, j'ai trouvé un objet, c'est un petit oiseau. C'est un objet très design et il est positionné, on le fixe sur le mur, il est positionné comme ça. Et dès qu'il y a la qualité de l'air, elle est mauvaise, en fait, il tourne vers le bas. Donc ça, c'est un petit objet de surprise qui est beau et qui nous donne une information importante sur une qualité de l'air qui contribue au bien-être des gens. Donc ça, c'est des petites choses qu'on rajoute dans les espaces et les gens, en fait, ils sont « Waouh, j'ai jamais vu ça !» Et en plus, c'est utile, je suis content, je vois que l'air ici, c'est super. Oui, tout est dans les détails, dans les petits détails que l'on va apporter à l'aménagement de l'espace. C'est ça. Donc, Petronella, on va arriver à la fin de notre épisode. Donc, merci déjà pour tous ces conseils. Et je vais donc avoir une dernière question pour conclure. Donc, si tu avais carte blanche pour imaginer l'espace de co-learning idéal, donc quelles seraient pour toi vraiment les caractéristiques incontournables à intégrer? La baguette magique. Oui, tout à fait. Si tu avais une baguette magique pour créer l'espace de co-learning idéal. Ce serait pas un espace, ce serait presque un plateau ou un village, parce que il faut un lieu hybride. Comme je disais pendant notre podcast, pour moi, le lieu idéal d'apprentissage, il y a un coin de bibliothèque, il y a un salon avec un canapé où je peux discuter avec les personnes dès le matin. Des fois, on passe la journée avec les inconnus et on sait même pas présenter véritablement. Il y a des photos des formateurs. Il y a des couleurs, il y a un coin café. Moi, j'adore le café, en fait. Moi, je bois cappuccino. S'il y a un cappuccino le matin, là, vous avez fait ma journée, quoi. Donc, un lieu qui a de multiples petites zones et espaces qui sont comme une visite au pays de merveilles. Un lieu qui est vivant. Donc, il y a des choses qui se passent. C'est pas que la journée de la formation, et j'aime pas les formations toute la journée. Donc, ce serait plutôt coupé en petites expériences comme dans une conférence, ce qu'on fait aujourd'hui au Learning Show. C'est pas une conférence, c'est une expérience hybride. Tu as des moments de conférence, des moments d'atelier, des moments libres, des moments de plaisir. Pourquoi pas le soir, il y avait un concert, c'était génial. Une performance, pourquoi pas sur un cinéma, c'est presque comme un festival. Le lieu il serait comme ça, il serait coloré, il serait joyeux. J'adore m'entourer des gens qui ont la patate, qui parlent des bonnes choses, de ralentir et d'apprécier le présent, et ils sont vraiment dans la transmission des savoirs et des expertises, des projets. Donc, ce serait un lieu hybride, un lieu joyeux et un lieu créatif. L'art, culture, les collaborations avec des personnes extérieures, des chercheurs, des designers, des étudiants, des entreprises. Pour moi, c'est ça un peu le lieu de rêve, quoi. Le lieu idéal. Ouais. Eh bien, on croise les doigts pour qu'il existe un jour. Donc, merci beaucoup, Petronella, pour cet échange. Donc, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, j'indiquerai ton contact LinkedIn. J'indiquerai également les 2 sites de tes agences ou studios, je ne sais pas comment on dit, donc Lucie Manufacture et puis Good Morning Creativity. Et puis, j'indiquerai également quelques ressources que tu m'as données pour illustrer cet épisode. Super. Merci Anne-Marie, ça m'a fait plaisir de partager ces connaissances. Il faut qu'on a plus de projets comme ça pour que ça se démocratise petit à petit. Et nos enfants, ils vont faire des formations et des écoles, des apprentissages dans les lieux fabuleux. Oui, et puis c'était vraiment très intéressant, puis c'était un sujet qui change, donc merci beaucoup Petronella, à très bientôt. À bientôt.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.